Dans une ruelle parisienne, sous la pluie battante, Élise serrait la main de Camille si fort que ses jointures blanchissaient. Elle fuyait. Pas seulement la tempête qui trempait son vieux manteau, mais le poids d'un passé qu'il avait brisé, d'une famille qu'il avait reniée pour un amour qu'il jugeait contre nature. Élise, née à Séoul mais adoptée bébé par une famille française, avait grandi dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement. Ses parents adoptifs, d'origine coréenne aussi, portaient en eux les traditions rigides de leur pays d'origine, où l'honneur familial primait surtout. À 18 ans, lorsqu'elle avait osé parler de son attirance pour les femmes, sa mère, Madame Kim, avait claqué la porte de sa chambre, et son père, un homme de peu de mots, avait murmuré « Tu n'es plus des nôtres ». Ce jour-là, Élise avait compris que l'amour, pour certains, n'était qu'une cage dorée. À 34 ans, elle vivait désormais dans un petit studio à Montmartre, loin des dorures de son enfance. Camille, sa compagne depuis 5 ans, était son refuge. Camille, 32 ans, était une libraire passionnée, avec ses lunettes rondes et son rire qui semblait défier le monde. Leur amour était une révolte silencieuse contre les jugements, mais il n'effaçait pas les cicatrices. Chaque nuit, Élise rêvait de sa mère, de son regard glacial, de ses mots tranchants. « Une fille comme toi ne mérite pas de porter notre nom. » Ce soir-là, sous la pluie, Camille murmura « On va s'en sortir, Élise. On est plus forte qu'eux. » Mais Élise n'en était pas si sûre. Une lettre était arrivée ce matin-là, cachetée du sceau de la famille Kim. Une invitation à un dîner, dans leur hôtel particulier, après 10 ans de silence. Pourquoi maintenant? Élise sentait un piège, une nouvelle humiliation. Pourtant, une flamme s'allumait en elle, une colère sourde, une envie de leur faire face, de leur montrer qu'elle n'était pas brisée. Le dîner était prévu dans une semaine. Élise passa les jours suivants à osciller entre rage et angoisse. Camille, toujours pragmatique, lui répétait « S'ils veulent te voir, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Ne les laisse pas te manipuler. » Mais Élise savait que ce n'était pas si simple. Sa famille n'était pas seulement traditionnaliste, elle était puissante. Son père, M. Kim, dirigeait une entreprise d'import-export prospère, et sa mère orchestrait chaque décision familiale comme une générale d'armée. Leur silence pendant 10 ans n'était pas un oubli, mais une punition. Le jour du dîner, Élise enfila une robe noire simple, refusant de se plier à leur code bourgeois. Camille, à ses côtés, portait un pull en laine et un sourire narquois, comme pour défier l'atmosphère guindée qui les attendait. En entrant dans l'hôtel particulier, Élise sentit son cœur se serrer. Les portraits de ses ancêtres coréens, accrochés au mur, semblaient la juger. Sa mère, droite comme une statue, l'accueillit sans un sourire. « Tu es venue, » dit-elle, comme si c'était une surprise. Son père, assis au bout de la table, ne leva même pas les yeux. Le dîner fut un ballet de silence pesant et de piques voilées. Sa sœur aînée, Sojin, mariée à un homme d'affaires coréen, lança « On pensait que tu avais disparu pour de bon. » Élise serra les dents, mais Camille, avec son calme habituel, répondit « Elle n'a pas disparu. Elle a construit une vie. » Les mots de Camille, simples mais acérés, firent vaciller l'arrogance de Sojin. Mais ce n'était pas tout. Au milieu du dîner, Monsieur Kim prit la parole. « Élise, nous avons une proposition. » Sa voix était froide, calculée. « L'entreprise traverse une crise. Nous avons besoin de ton aide. » Élise cligna des yeux, incrédule. Elle, la paria, la fille reniée, était soudainement utile? Elle comprit vite. Son talent pour les langues et son réseau dans le milieu artistique parisien, qu'elle avait bâti malgré leur rejet, étaient devenus précieux pour sauver l'entreprise familiale. Camille, sentant la tension, posa une main sur la cuisse d'Élise sous la table. « Ne leur donne rien, » murmura-t-elle. Mais Élise, pour la première fois depuis des années, sentit une opportunité. Pas pour se réconcilier, non, pour se venger. Elle répondit à son père avec un sourire glacial. « Je vais y réfléchir. Mais à mes conditions. » De retour dans leur petit studio de Montmartre, Élise ne dormait pas. Les mots de son père tournaient en boucle dans sa tête. « Nous avons besoin de ton aide. » Une phrase qui aurait pu la toucher autrefois, mais qui, aujourd'hui, sonnait comme une insulte.
Ils ne voulaient pas d'elle, seulement de ce qu'elle pouvait leur offrir. Camille, assise en tailleur sur leur lit, feuilletait un vieux roman tout en jetant des regards à Élise. « Tu vas vraiment les aider ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Élise, debout près de la fenêtre, fixait les lumières de Paris. « Pas pour eux, » répondit-elle enfin. « Pour moi. » Camille fronça les sourcils, inquiète. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Élise se tourna, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je veux qu'ils regrettent. Qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu en me rejetant. » Le lendemain, Élise plongea dans ses recherches. L'entreprise Kim, spécialisée dans l'importation de produits de luxe coréens, était au bord de la faillite. Une mauvaise gestion, des partenaires qui s'étaient retirés, et une réputation entachée par des rumeurs de pratiques douteuses. Élise, grâce à ses contacts dans le milieu artistique, avait accès à des collectionneurs et des galeristes influents à Paris, Séoul et New York. Elle savait qu'elle pouvait ouvrir des portes pour eux. Mais elle n'allait pas le faire gratuitement. Elle passa des jours à élaborer un plan. Camille, bien que sceptique, l'aidait à organiser ses idées. « Tu joues un jeu dangereux, » murmura-t-elle un soir, alors qu'elles étaient attablées dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Élise haussa les épaules. « Ils m'ont fait croire que je ne valais rien. Je vais leur prouver le contraire. » Camille soupira, mais son regard trahissait une admiration pour la force d'Élise. Une semaine plus tard, Élise retourna chez ses parents, seule cette fois. L'atmosphère était encore plus lourde que lors du dîner. Sa mère, toujours impeccable dans son tailleur traditionnel, la regardait avec méfiance. « Alors, as-tu réfléchi ?» demanda-t-elle. Élise posa une enveloppe sur la table. « Voici mes conditions, » dit-elle calmement. À l'intérieur, un contrat détaillé. Elle accepterait d'utiliser ses contacts pour sauver l'entreprise, mais en échange, elle exigeait une part des bénéfices et un poste de consultante permanente. Son père éclata de rire, un son rare et amer. « Tu penses vraiment que tu peux nous imposer tes règles ?» Élise ne sia pas, vous n'avez pas le choix. Sans moi, votre empire s'effondre. Le silence qui suivit était électrique. Sojin, présente à la réunion, murmura quelque chose en coréen à leur mère, mais Élise l'interrompit. Parlez en français. Je ne suis plus une enfant que vous pouvez exclure. À contre-cœur, ils acceptèrent un rendez-vous avec un galeriste parisien qu'Élise avait convaincu de collaborer. Ce dernier, un homme excentrique nommé Julien, était fasciné par la culture coréenne et voyait dans l'entreprise Kim une opportunité de lancer une nouvelle collection d'artisanat haut de gamme. Élise joua son rôle à la perfection, traduisant, négociant, charmeur. Julien signa un contrat juteux, et pour la première fois, Élise vit une lueur de respect dans les yeux de son père. Mais elle savait que ce n'était qu'une façade. De retour chez elle, Camille l'attendait avec un dîner improvisé, du kimchi préparé par Élise et du vin rouge. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Élise sourit, mais son sourire était teinté de tristesse. « Ils pensent qu'ils m'ont utilisé. Mais c'est moi qui les utilise. » Camille posa une main sur la sienne. « Fais attention, Élise. La vengeance, ça consume. » Mais Élise n'écoutait qu'à moitié. Chaque pas qu'elle faisait dans ce jeu la rapprochait d'un objectif plus grand, non seulement prouver sa valeur, mais détruire l'hypocrisie de sa famille. Elle apprit bientôt que Sojin, sa sœur, avait joué un rôle dans les rumeurs qui avaient terni la réputation de l'entreprise. Une trahison familiale de plus, mais cette fois, Élise tenait une arme. Elle commença à rassembler des preuves, des emails, des conversations enregistrées discrètement, des documents montrant les erreurs de Sojin. Elle ne savait pas encore comment elle les utiliserait, mais elle sentait que le moment viendrait. Les semaines suivantes, Élise plongea dans un tourbillon d'activités. Elle jonglait entre ses rendez-vous avec des galeristes, des appels avec des partenaires à Séoul, et ses recherches secrètes sur les erreurs de Sojin. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais la colère qui brûlait en elle la maintenait éveillée. Camille, quant à elle, observait avec inquiétude cette transformation. « Tu te perds dans cette guerre », murmura-t-elle une nuit, alors qu'Élise tapait frénétiquement sur son ordinateur. « Ce n'est pas une guerre », répondit Élise sans lever les yeux. « C'est une justice.
Mais au fond, elle savait que Camille avait raison. La vengeance était un poison doux, qui la consumait autant qu'il la galvanisait. Pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant, alors qu'elle tenait enfin une chance de renverser le pouvoir. Un matin, alors qu'elle triait des documents, Élise tomba sur une vieille photo glissée dans un dossier de l'entreprise. C'était elle, à 10 ans, lors d'un voyage à Séoul avec ses parents. Elle souriait, insouciante, tenant la main de sa mère. La douleur la frappa comme une lame. Comment en était-il arrivé là? Elle rangea la photo, refusant de se laisser attendrir. Son plan avançait. Grâce à ses efforts, l'entreprise Kim regagnait du terrain. Les contrats s'enchaînaient, et les médias parisiens commençaient à parler de leur renouveau. Mais Élise savait que ce succès était fragile. Elle avait découvert que Sojin avait détourné des fonds pour couvrir ses propres erreurs, mettant l'entreprise en danger. Élise tenait une bombe à retardement, et elle attendait le moment parfait pour la faire exploser. Un soir, alors qu'elle dînait avec Camille dans leur restaurant préféré près de la Seine, Élise reçut un appel de Julien, le galeriste. « Élise, j'ai entendu des rumeurs troublantes sur ta sœur. Des clients se plaignent de livraisons non honorées. Tu es au courant ?» Élise feignit l'ignorance, mais son cœur s'accéléra. C'était l'ouverture qu'elle attendait. Elle organisa une réunion d'urgence avec les principaux partenaires de l'entreprise, sous prétexte de discuter des nouveaux contrats. En réalité, elle avait préparé un dossier accablant contre Sojin. Le jour de la réunion, dans un bureau vitré du quartier des affaires, Élise distribua des copies de ses preuves, relevés bancaires, emails, témoignages. Les partenaires, choqués, se tournèrent vers M. Kim. « Comment avez-vous pu laisser cela arriver ?» demanda l'un d'eux. Sojin, rouge de honte, tenta de se défendre, mais ses excuses sonnaient creux. Madame Kim, pour la première fois, sembla perdre son assurance. Elle fixa Élise, comme si elle voyait enfin la femme qu'elle était devenue. « Tu as fait ça » murmura-t-elle, mi-accusatrice, mi-impressionnée. Élise soutint son regard. « Vous m'avez appris à ne rien laisser passer. » Ce soir-là, Camille l'attendait à la maison avec une bouteille de vin et une question. « Tu te sens mieux maintenant ?» Élise hésita. Elle avait humilié Sojin, ébranlé ses parents, mais la victoire avait un goût amer. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je veux qu'ils comprennent, pas seulement qu'ils souffrent. » Camille l'attira contre elle, et pour la première fois depuis des semaines, Élise se permit de pleurer. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Les répercussions de la réunion se faisaient sentir. Sojin, mise à l'écart, jurait de se venger. Et Élise reçut une nouvelle invitation, cette fois pour une confrontation directe avec sa mère. Sa famille l'effaça pour être lesbienne, mais un jour, elle les fit payer cher leur mépris. L'invitation de Madame Kim était concise, presque militaire. « Viens seule. Demain, 15 heures. » Élise sentit une boule se former dans son estomac. Elle connaissait ce ton, celui de sa mère lorsqu'elle voulait reprendre le contrôle. Camille, en lisant la lettre par-dessus son épaule, secoua la tête. « N'y va pas. Elle veut te briser à nouveau. » Mais Élise savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Pas après avoir remué le passé et exposé Sojin. Le lendemain, elle se présenta à l'hôtel particulier. Madame Kim l'attendait dans le salon, assise sur un fauteuil en velours, une tasse de thé intacte devant elle. « Tu as changé, » dit-elle sans préambule. « Mais pas en mieux. » Élise s'assit, les mains croisées, refusant de se laisser intimider. « Vous m'avez forcé à changer, » répondit-elle. « Vous m'avez jeté dehors. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de souvenirs douloureux. Madame Kim, pour la première fois, sembla hésiter. « Nous t'avons donné une vie, une éducation, un nom. Et tu as choisi de tout salir. » Élise sentit la colère monter, mais elle la contint. « J'ai choisi d'aimer. Vous avez choisi la honte. » À sa surprise, sa mère ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et murmura « Ton père est malade. Il ne te l'a pas dit, mais il ne lui reste que quelques mois. » Élise sentit son cœur se serrer. Malgré tout, l'idée de perdre son père,
même distant, même cruel, la bouleversait. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es toujours notre fille, » répondit Madame Kim, la voix tremblante. « Et parce que nous avons besoin de toi. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour réparer. » Élise éclata d'un rire amer. « Réparer? Après 10 ans de silence? Vous pensez qu'une maladie efface tout ?» Mais les mots de sa mère la hantaient. De retour chez elle, elle raconta tout à Camille. « Ils veulent que je revienne, comme si rien ne s'était passé, » dit-elle, les larmes aux yeux. Camille l'enlaça. « Tu n'es pas obligé de leur pardonner. Mais tu peux choisir ce qui te rend heureuse, pas ce qui les punit. » Élise passa les jours suivants à réfléchir. Elle continua à travailler pour l'entreprise, mais avec une distance nouvelle. Elle ne voulait plus se perdre dans la vengeance. Pourtant, Sojin ne l'entendait pas ainsi. Blessée par son humiliation, elle commença à répandre des rumeurs sur Élise, accusant son style de vie d'être la cause des problèmes familiaux. Un soir, Élise reçut un appel d'un journaliste. « Mademoiselle Kim, on dit que vous avez manipulé les partenaires de votre famille pour prendre le contrôle. » Une réaction? Élise raccrocha, tremblante de rage. Sojin avait franchi une ligne. Elle décida de contre-attaquer, mais pas comme avant. Cette fois, elle voulait la vérité, pas la destruction. Avec l'aide de Camille, elle organisa une exposition d'art coréen dans une galerie parisienne, mettant en avant des artistes queer méconnus. L'événement, financé en partie par l'entreprise Kim, serait une vitrine pour leur renouveau, mais aussi un message. Élise ne se cacherait plus. Sa famille l'effaça pour être lesbienne, mais un jour, elle les fit payer cher leur mépris. L'exposition fut un succès retentissant. Les galeries du Marais débordaient de visiteurs, attirés par la promesse d'une fusion audacieuse entre tradition coréenne et modernité queer. Élise, vêtue d'une veste en cuir et d'un hanbok revisité, se tenait au centre de la foule, expliquant les œuvres avec une passion qui captivait. Camille, à ses côtés, rayonnait de fierté. Mais derrière les sourires, Élise savait que l'événement était aussi un défi. En mettant en avant des artistes queer, elle forçait sa famille à affronter ce qu'ils avaient toujours rejeté. Les médias étaient là, et les projecteurs braqués sur l'entreprise Kim. Madame Kim, présente à contre-cœur, serrait les lèvres en voyant les œuvres. Des peintures vibrantes, des sculptures audacieuses, des récits d'amour et de lutte. Sojin, quant à elle, bouillonnait. Elle avait tenté de saboter l'exposition en convainquant certains partenaires de se retirer, mais Élise avait anticipé. Grâce à ses contacts, elle avait sécurisé d'autres financements. Lors du discours d'ouverture, Élise prit le micro. « Cette exposition est un hommage à ceux qu'on a voulu effacer, » dit-elle, son regard croisant celui de sa mère. « À ceux qu'on a jugés, mais qui ont continué à créer, à aimer, à vivre. » La foule applaudit, mais Madame Kim quitta la salle. Élise ne la suivit pas. Elle savait que ce moment marquait une rupture définitive. Plus tard, Camille lui glissa « Tu as fait plus que les faire payer. Tu leur as montré qui tu es. » Les semaines suivantes, l'entreprise Kim retrouva une stabilité financière, mais les tensions familiales s'aggravèrent. Monsieur Kim, affaibli par sa maladie, demanda à voir Élise. Lors de leur rencontre, dans une chambre d'hôpital austère, il parla peu. « J'ai été dur, » murmura-t-il. « Mais je voulais te protéger. » Élise sentit les larmes monter, mais elle refusa de les laisser couler. « Me protéger de quoi? D'être moi-même ?» Son père baissa les yeux, incapable de répondre. Cette conversation, bien que brève, changea quelque chose en Élise. Elle comprit que la douleur de sa famille venait aussi de leur propre chaîne, celle d'une culture qui les emprisonnait autant qu'elle l'avait emprisonnée. Mais elle n'était pas prête à pardonner. Pas encore. Sojin, de son côté, ne désarmait pas. Elle lança une campagne anonyme sur les réseaux sociaux, accusant Élise de profiter de la maladie de leur père pour prendre le contrôle de l'entreprise. Élise, blessée mais déterminée, décida qu'il était temps de mettre fin à ce jeu. Élise savait que Sojin ne s'arrêterait pas. Les attaques en ligne devenaient plus vicieuses, et les partenaires de l'entreprise commençaient à poser des questions.
Élise décida de jouer sa dernière carte, la transparence. Avec l'aide de Camille, elle organisa une conférence de presse. Dans une salle bondée, face à des journalistes curieux, Élise raconta son histoire. Pas seulement celle de l'entreprise, mais la sienne. Elle parla de son rejet, de son amour pour Camille, de sa lutte pour se reconstruire. « Ma famille m'a effacée parce que je suis lesbienne », dit-elle, la voix ferme. « Mais je suis là, et je ne me cacherai plus. » L'impact fut immédiat. Les médias relayèrent son discours, et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Beaucoup saluaient son courage, tandis que d'autres, plus conservateurs, la critiquaient. Mais Élise s'en moquait. Elle avait repris le contrôle de son récit. Madame Kim, furieuse, l'appela le lendemain. « Tu nous as humiliés », cracha-t-elle. Élise répondit calmement « Non, je me suis libérée ». Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'avait plus peur de sa mère. Sogine, acculée, tenta une dernière manœuvre en publiant une lettre ouverte, accusant Élise de mentir. Mais les preuves qu'Élise avait rassemblées contre elle étaient accablantes. Les partenaires de l'entreprise, lassés des scandales, exigèrent la mise à l'écart de Sogine. Monsieur Kim, trop faible pour s'opposer, accepta. Élise, désormais consultante officielle, prit les rênes de la stratégie culturelle de l'entreprise. Elle lança des initiatives pour promouvoir la diversité, malgré les réticences de sa mère. Camille, toujours à ses côtés, l'aidait à naviguer dans ce nouveau rôle. « Tu changes les choses », lui dit-elle un soir, alors qu'elle regardait les lumières de Paris depuis leur balcon. « Pas seulement pour toi, mais pour d'autres. » Mais Élise savait que la paix était fragile. La santé de son père déclinait, et chaque visite à l'hôpital ravivait des souvenirs douloureux. Une question la hantait. Pouvait-elle pardonner? L'hiver enveloppait Paris d'un froid mordant, mais Élise sentait une chaleur nouvelle en elle. L'entreprise qui prospérait sous sa direction et les projets qu'elle portait, mêlant art, culture coréenne et inclusivité, attiraient l'attention internationale. Pourtant, chaque victoire avait un goût doux amer. La maladie de son père empirait, et les confrontations avec sa mère devenaient plus rares, mais plus intenses. Un soir, alors qu'elle triait des documents pour une nouvelle exposition, Élise reçut un appel de l'hôpital. Son père voulait la voir, une dernière fois. Camille insista pour l'accompagner. Dans la chambre d'hôpital, monsieur qui me semblait plus petit, plus fragile. « Élise, » murmura-t-il, « je suis désolé. » Ces mots, simples mais lourds, brisèrent quelque chose en elle. Elle ne répondit pas, mais serra sa main. Il mourut quelques jours plus tard. Lors des funérailles, Madame Kim, brisée mais digne, évita le regard d'Élise. Sogine, mise à l'écart, n'était pas là. Élise, debout sous la pluie, sentit une étrange pelle l'envahir. Elle n'avait pas pardonné, pas complètement, mais elle avait cessé de chercher leur approbation. Avec Camille, elle décida de créer une fondation pour soutenir les jeunes queers rejetés par leur famille, en mémoire de son père. L'inauguration eut lieu dans une galerie du Marais, où Élise prononça un discours émouvant. « Nous ne sommes pas définis par ceux qui nous rejettent, » dit-elle, « mais par ceux que nous aimons et par ce que nous construisons. » Des années plus tard, Élise et Camille se marièrent dans une petite mairie parisienne, entourée d'amis et d'artistes qui étaient devenus leur famille. Madame Kim n'était pas là, mais elle envoya une lettre, brève mais inattendue, « Je t'ai vue à la télévision. Je suis fière. » Élise lut ces mots, les plia et les rangea. Elle n'avait plus besoin de cette fierté. Leur vie, désormais, était un tableau qu'elles peignaient ensemble, vibrant, imparfait, mais libre. Et dans chaque couleur, chaque trait, Élise voyait la preuve qu'elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau.